Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire du cycle vers de nouveaux équilibres socio-économiques. Aujourd'hui, la thématique du jour, c'est CAP 2030 vers l'ODD 5. Valorisons l'engagement de toutes et de tous dans leur diversité. Un petit rappel sur cette plateforme et pourquoi aujourd'hui on organise ce type de webinaire, pour rappeler que depuis de nombreuses années déjà, face aux difficultés, aux complexités des transformations auxquelles on est tous confrontés, la question des modèles socio-économiques concerne toutes les organisations, qu'elles soient publiques et privées, toutes se questionnent sur leur modèle et leur pérennité. Ça fait, en France, si on regarde la France, ça fait plus de 15 ans que la recherche empirique travaille sur ces questions de modèles socio-économiques, notamment d'intérêt général, avec une forte capitalisation des travaux qui sont partagés et notamment qui s'illustrent dans le cadre de l'étude d'impact de l'ODD 17 qui a été menée entre 2017 et 2022, qui montre et qui qualifie, qui mesure et qui illustre les effets du faire alliance sur l'ensemble des modèles d'acteurs. Depuis 2020, le Rameau est en partenariat avec la DJEBA, c'est-à-dire la Direction Jeunesse, Éducation Populaire, Vie Associative, et ensemble, on copilote le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général, avec 3 objectifs dans ce programme. C'est de permettre de partager une culture commune sur la diversité des modèles socio-économiques, de permettre à chacun de se repérer dans cette diversité, de pouvoir se positionner, et enfin d'apprendre collectivement le fait que la question des modèles socio-économiques est certes complexe, mais il y a un ensemble de ressources, de réflexions et d'outils qui permettent à chacun de piloter cette complexité. Alors dans ce cheminement que l'on mène depuis 2020, on a donc une façon d'animer, donc tous les mois, un webinaire, un cycle de webinaires qui s'appelle donc vers de nouveaux équilibres socio-économiques et dont l'objectif, c'est de pouvoir valoriser les expériences et les pratiques collectives qui ont pour objectif la réussite de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, nous en sommes au 16e webinaire de ce cycle avec pour thématique l'angle d'approche qui est la valorisation de l'engagement de toutes et de tous dans leur diversité et dans leur légitimité. Alors je parlais du cheminement depuis 2020, on a eu 2 approches de cette animation sur les modèles socio-économiques. Entre 2020 et 2021, on a vraiment essayé de décortiquer ce qu'est un modèle socio-économique autour de ces 3 piliers. Donc on a, au cours de ces différents webinaires pendant 2 ans, travaillé au modèle éclairer les modèles socio-économiques des organisations dans toute leur diversité. Depuis 2022 et jusqu'à aujourd'hui, donc, l'objectif, c'est de pouvoir étudier les écosystèmes, c'est-à-dire comment les différents modèles d'acteurs, les différents profils d'acteurs s'articulent les uns avec les autres dans un objectif de défi commun. Donc, ce cycle de webinaire depuis 2022, l'objectif, le parti pris, c'est de pouvoir illustrer comment on articule à la fois les domaines avec les acteurs et avec les différents territoires. Alors aujourd'hui, ce que l'on vous propose dans le déroulé de ce webinaire, 3 temps majeurs. Le premier qui va être une mise en perspective sur la valeur de l'engagement avec un regard croisé de Philippe Dacosta, qui est président de la Croix-Rouge française, et on va en revenir, et puis le Rameau. Ensuite, on aura ce qu'on appelle la boussole de l'ODD 5, c'est-à-dire qu'on va voir comment s'illustrent très concrètement les différentes formes d'engagement de toutes et de tous dans la région Pays de la Loire, avec les témoignages du Conseil régional, du pôle mécénat régional, de la Fondation territoriale Loire-Atlantique et de la faculté, alors j'ai essayé de ne pas me tromper, de la faculté tourisme, culture et hospitalité, l'ESTUA, de l'Université d'Angers. Et enfin, 3e temps, ce sera les actualités du mois avec une actu majeure qui est celle de l'avis du Conseil économique, social et environnemental sur le financement associatif. Et puis, on vous rappellera la prochaine escale des webinaires le 19 septembre prochain. Alors pour introduire ce webinaire, on vous propose un témoignage, le témoignage de Philippe Dacosta, qui est président de la Croix-Rouge française, mais également conseiller au CESE et directeur général délégué à l'ESS, à la RSE et à l'animation des territoires au sein d'AG2R La Mondiale. Philippe Dacosta ne pouvait pas être avec nous, mais il nous a fait l'amabilité de faire une vidéo qui nous explique pour lui quel est le sens de l'engagement. On écoute Philippe Dacosta. La question de l'engagement est absolument centrale, car elle est intimement liée à de nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Je pense par exemple à la question des solidarités, de l'émancipation ou encore du lien social. Valoriser l'engagement, c'est agir sur 3 niveaux. Sur la personne, sur le collectif et plus globalement sur la direction que prennent nos sociétés.
Sur le plan personnel, tout d'abord, l'engagement change tout dedans et tout autour. Nous le voyons, à la Croix-Rouge, l'engagement associatif au service des autres fait du bien. Il confère des responsabilités, il apporte des compétences, il donne du sens à la vie. Il favorise les rencontres, la cohésion sociale, les liens entre les individus, les générations et au-delà des préjugés, des certitudes et de l'intérêt individuel. C'est un remède puissant face aux inquiétudes qui nous traversent toutes et tous en tant que citoyens. Car quand on est dans l'action, on se sent utile. Et l'action solidaire nourrit l'espoir et lutte contre l'impuissance. On retrouve là la notion de don et contre-don, évoquée notamment par Marcel Mauss. On reçoit autant que l'on donne, quelquefois plus. En tant que président d'une organisation de plus de 75 000 bénévoles, je le constate tous les jours. Et au-delà de ça, l'engagement est un vecteur d'émancipation sociale et économique. Il oriente des trajectoires de vie et ouvre des opportunités. Les 23% des Français qui s'engagent le savent très bien. Ensuite, sur le plan collectif, rappelons que de nombreuses solidarités dans notre pays tiennent grâce à l'engagement des bénévoles. Prenons l'exemple de l'aide alimentaire. Si nous sommes en capacité de venir en aide aux 5 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire dans notre pays, dont de nombreux enfants, c'est en grande partie grâce à l'action bénévole. Ce sont eux qui partent dans les territoires, récoltent, tritent, distribuent, qui font le dernier kilomètre et le premier geste de solidarité. La grande majorité des maraudes qui maintiennent un lien, parfois vital, avec les personnes à la rue, sont effectuées également par des bénévoles. Le secourisme, l'aide vestimentaire, la domiciliation des personnes, la formation aux gestes qui sauvent, voilà quelques exemples d'activités menées par les volontaires de la Croix-Rouge. Favoriser l'engagement, c'est donc favoriser la solidarité envers les plus vulnérables aux interstices des politiques publiques. Enfin, sur le plan global, aborder la thématique de l'engagement, c'est finalement se poser la question de ce que nous voulons en tant que société. Face à l'accélération des crises, l'artificialisation et la numérisation de nos modes de vie, l'individualisme, l'engagement répond par la résilience, le lien et le collectif. Nos concitoyens le savent, puisque les associations suscitent la confiance de 70% des Français. Favorisons donc l'engagement au service de l'intérêt général en garantissant les conditions d'un parcours d'engagement tout au long de la vie, de l'école à l'entreprise. Tout d'abord, en proposant une option engagement dans le cursus scolaire et universitaire afin de permettre l'acquisition de savoir-faire, d'apprendre à devenir citoyen et acteur des solidarités. Ensuite, en facilitant l'engagement des collaborateurs par les entreprises, en mettant à disposition les collaborateurs pour des missions d'intérêt général. Enfin, il nous appartient de soutenir les associations qui organisent ces mobilisations. L'avis récemment voté par le Conseil économique, social et environnemental propose des solutions concrètes. J'en citerai deux. La nécessité d'une loi de programmation pluriannuelle de financement de la vie associative afin de croître le soutien accordé aux associations et de leur donner de la visibilité. L'importance de la charte d'engagement réciproque entre l'État, les associations et les collectivités afin de recréer une relation faite de confiance et de co-construction. C'est donc notamment à travers la question de l'engagement que nous pouvons faire émerger une vision d'une société faite de liens qui replace l'humain au cœur de ses préoccupations.
Voilà pour le témoignage de Philippe Dacosta et en fin de webinaire, nous reviendrons sur l'avis du Conseil économique, social et environnemental. Alors pour poursuivre cette mise en perspective, je vais laisser la parole à Charles Benoît Etzig, président fondateur du Rameau, qui va nous parler des liens entre l'ODD 17 et l'engagement de toutes et de tous en pratique. Charles Benoît, c'est à vous. Merci beaucoup Élodie, bonjour à toutes et à tous. Alors Philippe Dacosta vient de l'affirmer avec force, l'engagement change tout dedans et tout autour. Alors que nous apprend la recherche empirique menée depuis 18 ans pour comprendre justement quel est cet impact de cet engagement sur les défis qui nous concernent tous. En 2015, l'urgence d'inventer de nouveaux modèles d'action est posée par les 193 nations alors unies pour faire émerger de nouveaux modèles qui répondent à l'ensemble de nos défis de société. Prenons acte qu'il était impossible d'opposer fin du mois et fin du monde. La question alors était comment pouvoir faire ensemble cette transformation systémique dont notre 21e siècle a besoin. En 2024, nous savons aujourd'hui mesurer les impacts de ce jouet collectif, à la fois sur la performance, sur l'innovation, sur la confiance. La France a été la première nation à faire une étude d'impact à l'échelle à la fois de sa nation et de ses régions métropolitaines pour en comprendre finalement les leviers d'action. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est qu'entre 2015 et 2022, nous sommes passés d'un devoir d'alliance à une envie d'alliance avec une question majeure. La question n'est plus faut-il faire alliance, mais comment faire alliance? Parce que si je ne sais pas comment faire, alors l'inquiétude peut me gagner et de craindre qu'il ne soit pas possible de le faire. Et c'est bien ça que les pays, notamment les pays du Sud, avaient ajouté en dernière minute à cet agenda 2030, à ces objectifs de développement durable, le 17e, pour pouvoir savoir comment résoudre une équation qui semblait alors insolvable, c'est-à-dire à la fois d'assurer une cohérence des actions entre la vision partagée que nous pouvions avoir de la transformation de nos sociétés, l'action pour pouvoir mettre en œuvre ces transformations et puis bien évidemment le renouvellement de nos systèmes de gestion. Mais aussi, aux côtés de cette cohérence des actions, garantir la cohésion des acteurs entre les personnes, les organisations publiques et privées et les institutions, tel est l'enjeu du 17e objectif, comment conduire le changement d'une transformation systémique et comment inventer ensemble ce qu'aucun d'entre nous ne peut faire seul. Alors, il est bien évident que si on replace par rapport aux impacts de se faire alliance, eh bien, cette capacité de construire ensemble des solutions est au cœur de 3 défis. Un défi de performance qui va exiger une articulation des légitimités de chacun, un défi d'innovation qui va nécessiter de prendre en compte des maturités différentes, et puis bien évidemment, et peut-être le plus important encore, face à une transformation qui nous dépasse tous, eh bien un défi de confiance qui va nous demander de pouvoir apprendre à mieux articuler la diversité des temporalités. C'est dans ce jouet collectif, vecteur de confiance, d'innovation et de confiance, que la question se pose pour chacun d'entre nous, pour toutes et tous individuellement. Alors, pour activer les impacts du faire alliance, l'équation a été posée, l'articulation des légitimités a été questionnée et instruite. D'abord, en rajoutant un 3e levier à tout modèle socio-économique. Aux côtés des richesses humaines et des ressources financières, la capacité à s'allier avec d'autres est un élément déterminant. Mais ça nous amène à un défi en commun, c'est d'apprendre et reconnaître la diversité des modèles socio-économiques de l'ensemble des acteurs, parce que le modèle socio-économique de l'État n'est pas celui des collectivités territoriales, n'est pas celui des entreprises, n'est pas celui des acteurs académiques ou des associations d'intérêt général. Et peut-être une première piste pour accélérer ces impacts de la performance, c'est de pouvoir mieux considérer la prime à l'alliance qui est nécessaire pour toutes celles et ceux qui prennent ce risque de sortir de l'entre-soi pour faire de l'entre-tous. Et bien évidemment, comment est-ce qu'on prend en considération finalement la valeur de ces interactions? Et le changement de paradigme que nous avons à avoir, c'est de pouvoir passer de la performance à la pertinence, justement en intégrant dans la valeur de chacun de nos actions celle de l'interaction entre tous, autrement dit,
de notre contribution à l'intérêt général. Sur le levier de l'innovation, le processus d'innovation est aujourd'hui bien maîtrisé, bien connu. Il fait appel à chacun d'entre nous. Et cette question nous pose un défi, là encore, en commun. Comment nous apprenons à reconnaître la valeur de l'action? Pas simplement la valeur des décisions, des gouvernances, pas seulement la valeur des cadres de loi et des normes, mais aussi, et bien évidemment, peut-être surtout aujourd'hui, le troisième levier de l'activation de l'intérêt général, c'est-à-dire la capacité à agir ensemble, la capacité à inventer des solutions. Et là, la première piste pour accélérer les impacts de cette innovation, c'est bien évidemment de reconnaître et peut-être de recentrer sur la place des territoires au cœur de nos transitions. Et ça, c'est un élément déterminant. Le dernier cahier de recherche signé avec la Caisse des dépôts, ODD 17, économie et territoire, nous rappelle l'urgence d'investir dans l'innovation et dans l'ingénierie du premier kilomètre de besoin, peut-être plutôt que de vouloir exclusivement se poser la question du dernier kilomètre des solutions. Autrement dit, comment on invente ensemble, on réinvente ensemble une agilité au plus près des réalités. Et c'est ce que vont témoigner nos amis de la région Pays de la Loire dans un instant. Le troisième levier est peut-être encore plus en questionnement aujourd'hui dans ce que nous vivons actuellement en France, c'est le levier de la confiance. Alors, si le pilotage du changement a été qualifié en termes d'intérêt général, justement cette articulation entre vision, gestion, mais qui intègre la valeur de l'action, peut-être que le défi en commun le plus important, c'est d'apprendre à reconnaître la valeur du temps, ou peut-être plus exactement des temps. Puisqu'on sait que pour être performant, les enjeux, les conduites du changement sont des temporalités de 18 mois, mais pour innover, elles sont de 7 ans, un cycle d'innovation c'est 7 ans, et pour reconstruire un imaginaire collectif, on sait que malheureusement, ça ne se fait pas en 28 jours, mais plutôt en 28 ans, c'est-à-dire dans une succession de cycles d'innovation qui permettent à chacun de pouvoir mesurer réellement dans sa vie les impacts de cette transformation. Alors, bien évidemment, comme nous n'allons pas attendre 2050 pour que chacun soit rassuré, peut-être que l'élément déterminant aujourd'hui, et c'est la matrice des impacts de trajectoire qui avait été publiée l'année dernière dans le cadre de la démarche intérêt général 2050, qui nous apprend à refaire la pédagogie des temps. En tous les cas, une chose est certaine, c'est si nous continuons à faire croire que nous pouvons lutter contre le temps, que nous pouvons gagner contre le temps, il est fort évident que nous aurons une problématique de confiance qui va se creuser. Et peut-être est-ce là l'erreur collective que nous avons fait depuis 30 ans, c'est de croire que nous pouvions passer d'une situation à une autre sans prendre le temps d'une conduite du changement nécessaire. Et je rappelle souvent que, alors que nous devons nous retourner vers le vivant, alors que nous devons redécouvrir la force finalement qui nous constitue, eh bien, nous savons dans la nature que pour faire une souris, c'est 21 jours, un éléphant, 24 mois, et que chacun d'entre nous a mis 9 mois pour être créé. Peut-être que là encore, la conduite du changement pour pouvoir permettre de retrouver la confiance, c'est de rappeler que nous devons à la fois engager une démarche de performance, d'innovation et de confiance, et que tout cela prend du temps. Et que ce temps est notre allié et non pas notre ennemi aujourd'hui, sans quoi, bien évidemment, les solutions miracles vont faire fleuresse dans nos imaginaires collectifs. Alors, face à ces trois défis, finalement, comment agir aujourd'hui, comment permettre de pouvoir interagir plus fortement que nous faisons. La recherche empirique a permis, sur ces trois leviers de performance, d'innovation et de confiance, de donner deux types d'outils extrêmement utiles. D'abord, des outils pour agir dès aujourd'hui en partageant les connaissances qui ont été acquises, qui ont été éprouvées sur les territoires avec les acteurs locaux et qui peuvent aujourd'hui être partagées. Sur la performance, il s'agit de la plateforme trajectoire socio-économique. Sur l'innovation, de la plateforme L'innovation territoriale en action, qui sera totalement renouvelée le 2 juillet prochain à l'occasion du 10e anniversaire des pionniers des alliances en territoire. Et cette démarche-là, au service des catalyseurs territoriaux et des collectivités territoriales, est extrêmement importante. Nous en reparlerons dans l'actualité. Et enfin, sur la confiance, je vous invite à relire
si vous ne l'avez déjà fait, l'étude exploratoire Jeunes et Territoires que l'on trouve en accès libre, bien évidemment, sur le site du Rameau, parce que la façon dont les jeunes aujourd'hui, dans la diversité des jeunes, appréhendent la question de comment construire notre avenir en commun est peut-être encore plus déterminante aujourd'hui qu'hier. Et puis, au-delà de cet accès à de la connaissance qui a déjà fait preuve d'utilité, rappelons l'importance d'expérimenter ensemble, de faire ensemble, parce que pour faire alliance, il n'y a pas d'injonction à faire alliance, il faut bien l'expérimenter et c'est bien ce qui est devant nous. Et dans ce cadre-là, le programme vers de nouveaux équilibres socio-économiques, piloté avec la direction de la jeunesse, de la vie associative et d'éducation populaire, est un exemple de comment nous pouvons animer ensemble une connaissance, partager ensemble, tel que nous le faisons aujourd'hui à travers ce webinaire, une dynamique pour qu'elle soit moteur de transformation pour chacun d'entre nous. Deuxième élément important pour l'innovation, c'est le programme territorialisation des transitions. Comment on soutient aujourd'hui, Philippe Dacosta le rappelait en tant que membre du CESE, comment on soutient aujourd'hui l'innovation locale et l'ingénierie territoriale portée au service de l'intérêt général. Plus que jamais, il est essentiel de le faire. Le programme territorialisation des transitions, piloté aujourd'hui par le Fonds DD17, a pour objectif majeur de pouvoir le faire. Et puis, troisième levier d'expérimentation en commun sur la confiance, le programme Jeunes et Territoires 2050 se poursuit pour pouvoir savoir comment aujourd'hui être au plus près des engagements des jeunes qui souhaitent contribuer à la transformation des territoires. Parce qu'une chose est certaine, s'il faut 28 ans pour pouvoir transformer un imaginaire collectif, c'est bien avec les jeunes et non pas pour les jeunes que nous devons construire les projets de territoire de demain, ceux qui nous garantiront que nous aurons un 21e siècle plus solidaire, durable et fraternel. Et dans cette condition-là, il est évident que ces deux leviers d'agir ensemble sont absolument essentiels. À la fois partager de la connaissance pour ne pas repartir à zéro à chaque fois et à la fois agir ensemble. C'est bien cette dynamique-là qui est devant nous. Alors en synthèse, eh bien finalement cet apprentissage en commun, celle qui a été capitalisée et partagée dans le livre commun, Discours de la méthode vers le Paris de la confiance, publié à l'occasion du colloque Jeunes et Territoires, l'engagement des jeunes en territoire de demain en octobre dernier, ce livre commun nous rappelle deux éléments importants, celui d'agir à travers ces programmes applicatifs où chacun d'entre nous est invité à le faire, et celui d'explorer. Et c'est là où je vous invite à redécouvrir, si vous la connaissez, la matrice des trajectoires pour articuler les temporalités de 18 mois pour la performance, de 7 ans pour l'innovation et de 28 ans pour recréer de la confiance. Et c'est bien évidemment aujourd'hui plus que jamais nécessaire à la fois de penser dès aujourd'hui nos fragilités, mais pour pouvoir penser nos fragilités, tout en pensant nos fragilités, nous devons aussi penser les modèles de demain, et c'est bien cela qui est devant nous. Nous ne pourrons pas construire les modèles du futur sans nous baser sur notre capacité dès aujourd'hui à résoudre les fragilités. Autrement dit, nous ne pouvons plus opposer économie et intérêt général. L'équilibre de la maison est une condition sine qua non pour pouvoir piloter l'intérêt général, et c'est bien ensemble, en impliquant chacune et chacun d'entre nous au plus près de la réalité de sa vie quotidienne, que nous pouvons le faire. Et c'est pour ça que nos webinaires mensuels, chaque mois, mettent en valeur au sein d'une région la capacité à faire ensemble ce qu'aucun d'entre nous ne peut faire seul. Et je suis particulièrement heureux, Madame la Présidente, de vous accueillir en tant que vice-présidente du département du Pays de la Loire, puisque votre région, chère Isabelle Leroy, est très en avance sur la capacité à mobiliser les femmes et les hommes pour agir ensemble au service de l'intérêt général. C'est ce que nous voulions rendre hommage aujourd'hui. Très heureux que vous soyez là pour pouvoir en témoigner. Merci Charles Benoît, merci beaucoup. Donc effectivement, c'est une très bonne transition pour la suite de nos webinaires. Parce que comme le dit Charles Benoît, notre objectif aujourd'hui, c'est bien de traiter la question de l'engagement de toutes et de tous dans leur diversité de profil, mais aussi de légitimité, au sein de la région Pays de la Loire, que l'on sait très active sur ce sujet, et avec qui? C'est avec tous les acteurs, qu'ils soient publics, privés, d'intérêt général, qui se mobilisent justement sur l'engagement de tous, des citoyens et la société civile en Pays de la Loire.
Alors, pour aborder cette question de l'engagement de toutes et de tous en Pays de la Loire, nous allons avoir 4 témoignages. Celui de la région Pays de la Loire, qui va nous expliquer quels sont les repères de la région et la politique publique régionale. On parlera avec le pôle mécénat régional du développement du mécénat en Pays de la Loire. On aura avec la Fondation territoriale Loire-Atlantique les différentes formes d'engagement au travers de l'action de la Fondation. Et enfin, avec l'Université Tourisme, Culture et Hospitalité de l'Université d'Angers, comment l'acteur académique développe l'engagement des étudiants. Alors, pour introduire ce sujet et puis pour commencer à avoir une vision globale de ce qu'est l'engagement en Pays de la Loire, bonjour Madame la Présidente, donc Isabelle Leroy, vice-présidente du conseil régional. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands repères de votre région en matière d'engagement et nous dire plus précisément quelle est la politique publique de la région? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors un grand merci Charles Benoît pour les propos introductifs. Alors je le partage évidemment avec tous les Ligériens, à la fois les habitants mais aussi les acteurs de la région des Pays de la Loire. Effectivement, la région des Pays de la Loire est une terre d'engagement. C'est un peu dans l'ADN des Ligériens. Il est très présent et c'est vraiment un atout indéniable, mais aussi une richesse et une force incroyable. Évidemment, ça a été dit par l'intervenant précédent, Monsieur Dacosta. C'est vrai que le bénévolat, c'est le ciment, c'est le ferment de notre société, et puis c'est un formidable moteur et apporteur de solutions sur nos territoires, avec une dynamique très particulière, avec à l'interstice de ce que font ce que fait l'action publique, avec une approche très particulière. Donc vraiment, je voudrais le dire. Alors, comment le bénévolat s'illustre en Pays de la Loire? D'abord, peut-être des chiffres, le nombre de bénévoles. 700 000 bénévoles, ça veut dire qu'un habitant sur 5 en région Pays de la Loire est bénévole, est engagé. Et ces bénévoles, ils font vivre en région des Pays de la Loire environ 100 000 associations qui portent des projets d'intérêt général dans différents domaines. La majorité de ces domaines sont dans le loisir, le sport, la culture pour 60%. Et puis enfin, en quatrième position, l'action sociale et la santé qui représentent 12% des associations. Dire aussi qu'il y a une véritable dynamique autour du mouvement associatif, puisque c'est à peu près plus de 2,7% d'associations en Pays de la Loire tous les 5 ans. Donc il y a une vraie émulation, une vraie création et un vrai engouement à l'engagement et à la création d'associations pour répondre aux besoins des territoires avec un ancrage très local. Et puis enfin, pour donner encore quelques chiffres, 7% des associations en France sont en Pays de la Loire, alors même que les Pays de la Loire ne représentent que 5,7% de la population française. Donc vraiment, on voit bien qu'il y a un véritable terreau fertile en Pays de la Loire. Alors, le rôle de la région, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, c'est d'accompagner et soutenir le monde associatif en Pays de la Loire. Et d'ailleurs, nous avons voté en Pays de la Loire une feuille de route de la vie associative et de l'engagement et du bénévolat en septembre 2022. Il y a plusieurs niveaux à cette feuille de route. D'abord, c'est une histoire de posture. La région se positionne en tant que facilitateur, en tant que démarche d'écoute et d'accompagnement. On est vraiment dans une démarche aussi de soutien, d'aller vers, en particulier vers les territoires en déprise. Et on voit bien que l'actualité nous montre qu'il y a un véritable enjeu à aller vers ces territoires qui se sentent abandonnés. Et la force de l'association et du mouvement associatif est primordiale. Et puis, une démarche de facilitation et de la transmission et du partage pour créer et faciliter l'engagement et la création des vocations. On a 2 dispositifs et d'ailleurs Charles Benoît en a un peu parlé. D'abord, on a un dispositif qui s'appelle bénévole acteur. L'idée, c'est de rentrer et de faire du lien entre la jeunesse qui a envie de s'engager et on a fait une étude il n'y a pas très longtemps sur la position des jeunes face à l'engagement et ils sont très allants pour s'engager. Et donc, c'est comment on les met en lien sur leur territoire avec des associations de proximité pour faciliter le lien, le partage et la mise en relation. Et puis, une démarche aussi à l'intention de nos salariés. La région des Pays de la Loire est un employeur important, c'est plus de 2000 salariés. Et donc, c'est une démarche de mécénat de compétences pour les salariés de la région des Pays de la Loire en lien avec les associations du territoire. Et puis, je voudrais dire que c'est surtout
Notre mission, c'est vraiment un changement de posture et de paradigme. C'est comment la région des Pays de la Loire fait se rencontrer, fait dialoguer les mondes qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer. Évidemment, je pense au monde de l'économie et au monde associatif, tout en souhaitant vraiment sortir d'une posture de politique de guichet pour rentrer dans une politique de projet. C'est un vrai changement de paradigme, mais c'est une véritable nécessité dans un contexte où, évidemment, on le sait, hein, il y a une raréfaction des moyens et à la fois des besoins de plus en plus importants. La deuxième manière de s'engager en région Pays de la Loire, c'est le mécénat. Que nous soutenons aussi. La région des Pays de la Loire est la première région en termes d'entreprises mécènes. Le dernier baromètre de l'ANMICAL ne le dément pas, puisque ce sont 10 503 entreprises mécènes en 2020, soit 9% des entreprises mécènes en France qui ont déclaré 87 millions de dons. Donc c'est évidemment une véritable force de frappe, très ancrée en région Pays de la Loire, et je voudrais évidemment saluer des innovations dont on parlera tout à l'heure au service du mécénat en Pays de la Loire, qui sont à l'initiative des acteurs, et je suis ravie de retrouver à la fois Stéphane et Fanny. Et nous, région Pays de la Loire, nous soutenons ces démarches d'innovation. Je pense au pôle mécénat régional dont Stéphane parlera, qui a été créé il y a 10 ans et que nous soutenons. Et qui a vocation à essaimer, et puis plus récemment la première fondation à l'échelle départementale qui a été construite en Loire-Atlantique et qui a vocation à essaimer, et je salue la présence de Fanny ici. En fait, je voudrais dire que en région Pays de la Loire, il y a cette faculté à la fois d'innover, d'expérimenter, de modéliser et d'essaimer pour créer des solutions et des solutions de demain. Et je l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte de raréfaction des finances publiques et de besoins de plus en plus accrus sur les territoires au service des acteurs et des habitants. Vraiment, je voudrais saluer ces démarches d'innovation et sur les territoires. Je l'ai dit tout à l'heure, on est en tout cas en région Pays de la Loire, notre collectivité, nous avons vraiment souhaité arrêter d'être dans une démarche de guichet où on vient chercher des subsides pour basculer vers une démarche d'innovation, de solution, vraiment une démarche de projet. Et tout à l'heure, Charles Benoît l'a dit, et vraiment nous sommes très attachés à jouer un rôle d'assemblier, à impulser une dynamique du faire ensemble et de faire alliance, et d'accompagner les acteurs et de les faire se rencontrer. Et ça, c'est vraiment notre rôle. Donc, on est vraiment dans une transformation de nos pratiques, et ça, c'est extrêmement important. Assembler, fédérer, faire se rencontrer. Et je le dirai en conclusion, pourquoi ? Parce que je pense que une région a vraiment à la fois au regard de ses compétences, évidemment, je pense aux compétences économiques qui sont des compétences régionales, mais aussi au regard de son maillage territorial, de son implantation, de sa légitimité, de sa capacité à convoquer autour d'elle les forces vives. Je pense que c'est une collectivité qui a toute sa place dans l'innovation sociale. Je voudrais donner, pour illustrer mes propos, 4 exemples qui sont des exemples qui se vivent en région Pays de la Loire et qui montrent cette démarche du faire ensemble. D'abord, il y a vraiment sur une thématique de la lutte contre les violences faites aux femmes, on a en région des Pays de la Loire des réseaux très très influents, très actifs, le CIDFF, le planning familial, Solidarité Femmes, qui ont des actions sur cette même thématique. Mais nous avons ensemble rassemblé ces acteurs qui sont sur la même thématique, tout en préservant leur identité, et particulièrement l'identité associative. Nous avons créé avec eux un projet unique de sensibilisation. Et ils sont présents sur certains territoires, plus que sur d'autres territoires, mais en tout cas, ensemble, ils portent un projet unique, ce qui donne une force de frappe extrêmement intéressante. Sur un autre domaine, sur la précarité alimentaire, on a tous vécu sur nos territoires la crise sanitaire, et à ce moment-là, la région a pris le lead
pour rassembler autour d'elle et créer une chaîne alimentaire solidaire. C'était une opération unique en France. L'idée, c'était de rassembler le monde agricole et le monde de l'agroalimentaire avec le monde des associations caritatives pour créer ensemble une dynamique au service des plus fragiles, au service de la distribution alimentaire. Et de cela, nous en avons fait une force puisque nous avons développé un projet qui s'appelle Ma Région Anti-Gaspi. C'est une démarche très novatrice qui justement joue ce rôle d'assemblier. Et finalement, au bout du bout, financièrement, c'est moins cher et concrètement, c'est plus efficace. Puisque ce sont 417 000 repas qui ont été distribués en une année. Autre exemple, la Nuit du bien commun, c'est une expérimentation, 4 années d'action, 7 rendez-vous, où on a des acteurs du monde économique qui donnent, ou des particuliers qui donnent au bénéfice d'associations qui ont été accompagnées pour pouvoir proposer et présenter leurs projets et donc susciter la générosité des donateurs. C'est 7 rendez-vous. La région a investi 90 000 € pour accompagner cette démarche. Et au final, c'est 2,34 millions d'euros qui ont été levés pour accompagner 65 associations. Donc, on voit bien que ça fonctionne. Et puis, enfin, je voudrais terminer par la lutte contre la précarité hygiénique, où là, on avait été sollicités par 2 associations nationales, que je vais citer, le Don Solidaire et l'association du Don en Nature, qui nous ont sollicité pour pouvoir avoir des financements pour développer. Et nous, on leur a dit, non mais attendez, on va associer vos actions, jouer sur la complémentarité et pas la concurrence, et faire ensemble pour apporter une réponse notamment sur la distribution de kits alimentaires, de kits hygiéniques. Et donc, du coup, c'est 100 000 € d'investis par la région et c'est 840 000 € de dons qui ont bénéficié aux plus fragiles, notamment sur des kits d'hygiène. Donc, c'est juste pour vous illustrer avec ces exemples, c'est comment on a fait ensemble, comment on a convoqué, comment on a coordonné et comment on a impulsé avec cette conditionnalité qui a été évoquée tout à l'heure. C'est l'idée de donner du sens, mais de respecter les identités des uns et des autres pour convaincre et créer ce sentiment de confiance qui fait que finalement, ensemble, on va peut-être plus loin en tout cas, et peut-être moins vite, mais en tout cas beaucoup plus loin que seul. En tout cas, voilà ce que je voulais vous partager, vous dire que je suis convaincue en tout cas de ce modèle dans des temps où on a besoin de se rassembler et dans des temps où effectivement l'argent public est de plus en plus rare et que les besoins sont de plus en plus importants. Donc voilà un petit peu le témoignage que je voulais vous apporter et que je voulais le témoignage qui est celui de la région des Pays de la Loire, mais qui est aussi finalement le témoignage des habitants de ce territoire qui sont très riches et très engagés. Merci Madame la Présidente pour votre témoignage qui illustre très concrètement la région Pays de la Loire. Alors pour continuer notre tour de la région, nous allons voir du côté des acteurs économiques comment le développement du mécénat s'est structuré depuis une dizaine d'années. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Martinez, qui est fondateur de Mécénat, ancien président du pôle mécénat régional de la région et accompagnateur de son émergence. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire votre retour d'expérience sur justement l'émergence de ce pôle mécénat régional dans la région Pays de la Loire? Et je sais que vous avez été en discussion, en partage d'expérience avec d'autres territoires. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces retours d'expérience? Bonjour à tous. Écoutez, c'est un plaisir d'être là avec vous, surtout avec les amis des Pays de la Loire. Bonjour Charles Benoît, on a beaucoup travaillé ensemble, Elodie aussi. Moi je suis un homme d'entreprise, hein. J'ai repris la direction d'entreprise familiale à mes 22 ans, donc j'ai beaucoup fréquenté le monde patronal justement pour être en formation constante, parce que quand on est jeune comme ça, on a besoin de se former et de collaborer auprès de nos pairs. Et j'ai été pendant 16 ans élu à la CCI de Maine-et-Loire. Et en 2003, nous avons la loi Aillagon, hein, qui est promulguée par le ministre Aillagon, ministre de la Culture de l'époque, et qui fait dès 2005, crée sa mission mécénat, et qui dès 2005 crée une convention avec CCI France et le ministère de la Culture. Et on me donne correspondant mécénat.
parce que je m'occupais de la communication, tout simplement, à la CCI de Maine-et-Loire. Je n'y connaissais rien. Je viens du milieu du sport. Je connaissais beaucoup le sponsoring, mais en aucun cas le mécénat. Et donc, on a appris en marchant. Et finalement, on a réussi, dès 2007, à créer une fondation d'entreprise au sein de la CCI, mais financée par les entreprises du département du Maine-et-Loire, qui s'appelle Mécéné-Loire, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider pendant 12 ans, et qui existe encore, puisque c'est une fondation d'entreprise à durée limitée de 5 ans. Elle se reconduit pour la troisième fois cette année, et qui est devenue un acteur majeur sur le département du Maine-et-Loire. On a aussi créé un fonds de dotation pour aider les sportifs de haut niveau dans leur double projet. Ça, on se réinvente pas. Voilà. Donc, tout parce qu'on parle beaucoup de mécénat, mais on parle souvent des structures mécénées qui vont chercher de l'argent, mais sans entreprise, il n'y a pas de mécène. Donc c'est important, je pense qu'on puisse avoir ces deux côtés du mécénat. Donc une fois qu'on a signé ces conventions, on a tous chacun dans notre coin œuvré. Le ministère de la Culture a signé après des conventions avec trois autres métiers, on peut dire, et leur ordre national, les experts comptables, les notaires et à la fin les avocats en 2010. Et sur les conventions qui ont suivi, est apparue la notion de pôle mécénat pour que justement toutes ces entités puissent collaborer sur des territoires. Alors nous, on le faisait déjà, on s'entendait très bien déjà entre les CCI et on collaborait déjà pas mal avec les experts comptables qui sont des acteurs majeurs sur le mécénat en France. Et donc on a créé le 7 janvier 2014 à Saint-Nazaire le premier pôle mécénat en France sous forme associative. Donc j'ai eu le plaisir de le présider les 3 premières années et encore l'année dernière puisque il y avait une carence de présidence et j'ai pu le reprendre. Et donc cette année, c'est Christine Blanc-L'Oeil, je vais en parler quand même, parce que qui est la présidente et qui aurait peut-être dû être à ma place. Mais Charles Benoît a insisté pour que je vienne. Voilà, donc le rôle du pôle mécénat, c'est avant tout de faire la promotion du mécénat, bien évidemment, aux frais des entreprises, puisque je le répète, sans entreprise, il n'y a pas de mécène d'entreprise, et donc moins d'argent qui arrive. Et puis, aussi d'aider, puisqu'à l'époque 2014, il n'y avait pas vraiment de structure qui accompagnait les porteurs de projets, mais aussi d'accompagner les porteurs de projets, donc souvent les associations, pour justement arriver à créer une sorte à les aider à approcher l'entreprise pour justement trouver les mécènes, parce que c'est quand même bien de pouvoir arriver à parler d'une même voix et voilà. Donc ça, on l'a pas mal fait, donc à peu près, on tient à peu près 150 réunions par an, à peu près d'1 heure, souvent en visio maintenant, pour à peu près 80 associations. Donc c'est souvent du one-to-one, et après on va régulièrement plus loin pour aller jusqu'à créer des clubs de mécènes. Et on en voit de plus en plus sur des structures culturelles qui créent, adossées à un festival, adossées à un établissement, adossées à un monument, un club de mécènes pour aider à financer ces projets. On a aussi organisé, et on le fait tous les 2 ans, le Covid malheureusement nous a un petit peu gênés dans le déroulement des dernières et des futures, des rencontres régionales du mécénat qui sont souvent... Charles Benoît est venu sur les dernières, mais c'était 2019, non je sais plus, il y a 2 ans, donc c'était pas si vieux que ça, et donc et on arrivait souvent à réunir jusqu'à 400 personnes quand on faisait sur Angers. L'objectif, toujours pareil, mettre en lien les entreprises et les mécènes, montrer par l'exemple le bien fondé du mécénat et surtout pour les entreprises, leur expliquer que faire du mécénat, ça fait du bien. Comme je le dis toujours, bêtement peut-être, mais faire du bien fait du bien. Voilà. Et à peu près, bon voilà, et on essaie d'un peu faire comme ça. Au bout de 10 ans, puisque de 2024, on a eu nos 10 ans, donc 10 ans est passé le Covid. Covid très compliqué pour une structure qui crée du lien et des rencontres. Vous avez pu le voir. D'ailleurs, se sont créés ces webinaires un peu grâce au Covid, mais ça a été compliqué. On peut quand même tirer Enfin, on peut dire que oui, la région des Pays de la Loire, bon, Isabelle a un peu
parler du sujet, mais est la première région de France en nombre de mécènes. Alors 9%, c'est le nombre d'entreprises mécènes au sein des Pays de la Loire. On est très loin devant la Bretagne qui est à 6%. Et j'espère que le nouvel observatoire qui sortira le 21 novembre prochain montrera encore cette excellence et qu'on arrivera à passer par-dessus, au-dessus des 10%, sachant que les 9% d'entreprises sont les entreprises qui déclarent leur mécénat à Bercy et que Amical, sur ses études, pense qu'il y a à peu près 35% des entreprises qui ne le font pas pour des raisons propres à elles. Donc on est peut-être à 12-13% déjà d'entreprises mécènes sur notre territoire, avec des particularités très très différentes sur les 5 départements qui peuplent notre territoire. Voilà, donc on a eu quelques difficultés, une association, puisqu'on est tous bénévoles au sein de cette association, tous bénévoles et entrepreneurs, donc je vous explique pas au niveau des emplois du temps, quelques difficultés, puisque il a fallu renouveler les équipes, et ça, c'est un peu notre difficulté. Donc on a travaillé sur une nouvelle feuille de route, en essayant de trouver plus d'ancrage au niveau des départements, puisque le mécénat territorial souvent se situe sur une toute petite partie du territoire, et le mécénat régional va pas être le même qu'une entreprise qui va donner sur un projet régional n'est pas la même que celle qui va donner pour son canton. Donc on a besoin vraiment d'organiser ça sur les territoires, et donc on est en train d'essayer justement avec les membres fondateurs donc les experts comptables, notaires, avocats, CCI, justement d'avoir des correspondants départementaux pour être au plus près du territoire. Pour cela, il fallait aussi se professionnaliser. On est comme tout le monde, une association. Si on veut être efficace, il faut se professionnaliser. Donc on est allé, comme beaucoup de gens, chercher des financements. Donc on a eu l'écoute attentive de la région qui nous finance, de la DRAC, de la DRAGES, et puis les membres ont mis la main au portefeuille pour réussir à financer un poste au minimum sur 3 ans d'un chargé de mission. Alors on a fait un mauvais recrutement l'année dernière. On avait une très belle personne, mais ça n'a pas fonctionné, donc on est en train de recruter à nouveau. La particularité des PMR, c'est qu'on agit sur nos territoires, mais en aucun cas on va être en concurrence avec d'autres PMR qui sont sur les autres régions. Et le ministère de la Culture a souhaité, et d'ailleurs le Rameau y a participé, en finançant sur les fonds des 17 une mission d'accompagnement pour la création de nouveaux PMR sur la France. Et 3 autres PMR sont venus renforcer la liste des PMR, donc en PACA, en Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Avec des personnes très très intéressantes que j'aime bien citer, Wilfried Menet pour PACA, Emmanuel Vidal pour Nouvelle-Aquitaine, qui est d'ailleurs aussi dans la Fondation des territoires de la Vienne, et Yvan Jeanneret sur le Grand Est. Voilà, puisqu'on est souvent un peu partout. Voilà, donc se crée aussi une structure inter-PMR. L'objectif, c'est justement de collaborer ensemble et de pas faire chacun dans son coin. Nous, que nos amis de Grand Est ou de PACA fassent des choses formidables, ça nous intéresse, puisqu'on peut, si possible, le faire aussi chez nous. Donc on a créé de façon informelle avec le ministère de la Culture un groupe inter-PMR où on se réunit 2-3 fois par an pour échanger sur les pratiques et échanger sur ce qui va nous faire gagner du temps. Donc les nouveaux PMR en création récupèrent notre charte graphique par exemple, donc ça leur évite de le financer, ça leur évite de passer du temps à les développer. Et voilà, et on travaille aussi on s'enrichit des travaux des autres, puisque quand vous êtes en PACA, les entreprises ne sont pas les mêmes, les envies ne sont pas les mêmes, les projets à financer ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça permet vraiment de le faire. Une chose importante, c'est que le mécénat n'est plus réservé qu'à la culture, et le ministère de la Culture, dans ses conventions et dans son approche, souhaite ouvrir les pôles qui ne sont pas à eux, puisqu'ils ne sont pas membres, mais ils sont juste financeurs, mais juste c'est déjà bien, à d'autres ministères. C'est pour ça qu'en Pays de la Loire, comme en PACA, nous avons les DRAGES, donc Jeunesse et Sport, qui sont auprès de nous, et souvent des CRDS, des conférences régionales du sport, que préside Isabelle d'ailleurs en Pays de la Loire, pour les aider sur la partie mécénat sportif. Voilà un petit peu pour dire tout ça. Voilà, je pense que j'en ai assez dit pour le temps imparti. Si vous avez des questions, je serai à votre disposition. Une chose certaine, c'est que depuis 2005, où je suis entré en mécénat, j'aime bien dire qu'on entre en mécénat, ça a énormément évolué. Le mécénat se structure, se professionnalise. On voit des personnes de très grande qualité, comme Fanny, qui arrivent sur les territoires pour apporter leur envie, leur volonté, leur savoir-faire. Et ça, c'est super. Et je pense qu'il est encore plus important qu'avant de collaborer. Voilà.
Merci beaucoup Stéphane pour votre témoignage. Et évidemment, bien sûr, si les participants ont des questions sur les pôles mécénat régionaux, il ne faut surtout pas hésiter. Alors, vous m'avez donné l'opportunité de faire le lien justement avec Fanny Lepoivre, qui est directrice de la Fondation territoriale Loire-Atlantique, donc qui va illustrer le rôle, les engagements des acteurs d'intérêt général. Alors, Fanny, première question. Qu'est-ce que la Fondation territoriale Loire-Atlantique et en quoi justement sa création permet d'illustrer ces différentes formes d'engagement? Merci beaucoup Stéphane pour la transition. Je suis ravie vraiment d'échanger avec vous. Pour répondre à ta question, et Elodie, la genèse de la Fondation territoriale, en fait, c'était en pleine crise sanitaire, où en fait un constat qu'on a partagé collectivement, des inégalités qui se creusaient terriblement, des crises successives, du tissu associatif foisonnant, on en a bien parlé, et encore plus particulièrement en région Pays de la Loire, et puis on le ressent encore plus en ce moment, les collectivités qui ne pourront pas à elles seules répondre à tous les besoins, et puis des entreprises qui souhaitent de plus en plus s'engager, avoir un impact positif sur le territoire, mais manquent parfois de temps, et puis cette quête de sens des salariés. Et tout ça mis bout à bout, un constat partagé, cette vision commune avec différentes parties prenantes sur le territoire ont révélé cette envie de jouer collectif pour être acteur du changement. Et quand je parle de différentes parties prenantes, je parle à la fois d'entreprises, de collectivités, de syndicats, de fondations, fonds de dotation, de citoyens, d'associations, de réseaux d'associations qui ont souhaité se mettre autour de la table pour créer collectivement cette envie d'agir davantage en territoire, parce qu'il était une évidence, et encore aujourd'hui, qu'il faut resserrer les liens localement, et que la réponse pour répondre aux enjeux de nos objectifs de développement durable ne se fera que collectivement parlant. Alors, aujourd'hui, la Fondation a déjà plusieurs années. Comment est-ce qu'elle agit? Quelles sont les actions que la Fondation mène qui permettent justement le développement de l'engagement ou des engagements? Alors, ce qui a permis le développement de l'engagement, finalement, je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est toute cette phase de préfiguration qu'on a mis en place, parce que la Fondation elle existe depuis tout juste 2 ans. Donc c'est une toute jeune fondation, et il y a eu 18 mois de préfiguration en amont où tous ces acteurs que j'ai pu vous citer se sont réunis tous les 2 mois pendant 3 heures afin de discuter ensemble de ce qu'ils souhaitaient faire de ce projet, de cette fondation territoriale, avec cette vision d'approche systémique, cette envie de ne surtout rien réinventer, de valoriser l'existant, de s'inspirer des autres territoires. Stéphane Martinez a été présent pour nous parler de Mécène-et-Loire, Bordeaux Mécène Solidaire, la Fondation de Lille. Sont différents acteurs, pour ne citer qu'eux, qui nous ont accompagnés pour nous partager leur engagement sur le territoire, et nous, s'en est inspiré, parce que chaque territoire est différent, et Isabelle Leroy le disait tout à l'heure, sur l'engagement, et puis Stéphane l'a rappelé, on est la première région de France en termes d'engagement des mécènes, et je vais aller en sous-segment en disant que parmi ces 9% d'entreprises qui déclarent leurs dons de mécénat, 96% sont des TPE-PME. Et donc c'est là où en fait il y a tout cet enjeu de comment faire pour favoriser cet engagement, comment faire pour le faciliter. Et c'est ce qui pour moi a permis, grâce à ces 18 mois de préfiguration, de le faire de façon en intelligence collective, de permettre de rassembler les gens et de créer cet espace de confiance, de créer cet espace où les gens prennent plaisir à travailler ensemble, puisqu'on parle quand même de parties prenantes qui ont des enjeux terriblement différents, mais qui se rejoignent tous sur l'intérêt du territoire. Pour ne citer qu'un exemple, une entreprise ne peut pas bien se développer sur un territoire qui ne va pas bien. Donc on a tous besoin les uns des autres, on est dans un écosystème vivant. Et du coup, on s'est vraiment positionné avec cette phase de préfiguration pour être présent sur un territoire, prendre en considération tous ceux qui sont déjà présents et toutes les actions assez importantes qui sont déjà présentes pour les valoriser. Ça fait un peu penser à quand Isabelle Leroy prenait l'exemple de Dons en confiance et de l'autre association, c'est comment davantage mutualiser, valoriser pour être plus efficace sur le territoire. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là qui pour moi a été un premier échelon pour pouvoir favoriser l'alliance et de créer ces espaces de coopération. Et puis concrètement, nous, la Fondation territoriale, on s'est donné comme mission de rendre accessible le mécénat, qu'il soit financier, de compétences ou en nature, pour contribuer à la réduction des inégalités, qu'elles soient sociales, sociétales ou environnementales, sur la Loire-Atlantique. Et tout ça se fait dans une approche dans la durée, et toute cette dynamique de coopération forcément prend du temps
pour apprendre à se connaître, pour apprendre à travailler ensemble. Donc on a mis en place, pour être très dans le concret, une gouvernance partagée où on a à la fois les entreprises, les associations, les collectivités qui sont présentes, d'autres fondations, des citoyens. On a une coprésidence avec un chef d'entreprise, une dirigeante associative, et toutes nos rencontres, nos comités exécutifs se font en intelligence collective où on débat et on met justement sur la table des sujets comme la confiance, comme l'éthique, comme la mesure d'impact, qui sont des enjeux forts aujourd'hui. Comment on met aussi les sujets du modèle socio-économique des associations pour pouvoir partager les points de vue et évoluer ensemble vers une vision commune sur le territoire. Et nos 3 piliers d'action finalement pour mettre en œuvre cette mission, c'est d'avoir vraiment ce côté facilitateur de philanthropie, être facilitateur catalyseur finalement d'acteurs sur le territoire pour favoriser cette philanthropie et la décupler. Et donc on a le Prime 44, c'est notre point ressources et info du mécénat, pour donner une idée, prendre une image qui fonctionne en général bien. C'est un mini AFF et un mini Admical qui est gratuit et qui s'adresse à des petites associations et des petites entreprises. Et donc le côté association, c'est des outils pour accompagner les associations, leur structuration, parce que comme le disait très bien Charles Benoît tout à l'heure, il y a les alliances, il y a le financier, mais il y a aussi les ressources humaines, les richesses humaines, et il faut pouvoir les accompagner à se structurer, à travailler davantage ensemble. Et pour donner un chiffre, en 2023, on a accompagné 350 associations sur ce volet, justement, structuration. Et puis, côté entreprise, finalement, c'est toute une partie de sensibilisation à ce que c'est le mécénat. Parce que le mécénat financier est aujourd'hui un peu connu, même si le sponsoring l'était beaucoup plus. Mais quand on parle mécénat de compétences ou mécénat en nature, souvent, on a des personnes qui ne connaissent pas ce dispositif et qui en sont pour autant très intéressées. Donc, il y a vraiment le faire connaître déjà au plus proche des territoires et en micro-territoires, et puis proposer des premiers petits pas faciles. Et c'est vraiment toujours, en fait, je reviens à ce mot de facilitateur, c'est comment être présent avec des espaces pour faciliter l'engagement. Et donc, côté entreprise, on va leur proposer de participer à un atelier de CODEF pour une association, de participer à une instruction d'association qui est candidate à nos appels à initiatives, pour ne donner que ces exemples-là. Et on a des commissions, des groupes de travail pour piloter toutes ces missions qu'on a mises en place. Et à chaque fois, ce sont des multi-acteurs qui sont présents et qui partagent ensemble leur vision et leurs envies de s'engager. Donc, c'est vraiment des espaces de coopération qui sont créés. Et pour donner un chiffre, en 2023, ce sont 200 personnes qui se sont engagées bénévolement en tant que chef d'entreprise, représentant d'entreprise, pour donner du temps, pour recréer du lien avec des associations dans ces espaces que l'on pouvait leur mettre à disposition. Merci Fanny. Alors, si on se projette un tout petit peu en quelques mots, comment on peut favoriser l'émergence de cette dynamique collective qui peut être illustrée par la Fondation territoriale? C'est vrai que nous, on aurait beaucoup envie de faire émerger d'autres fondations territoriales en inspirant d'autres territoires sur les clés de succès, parce qu'encore une fois, il n'y a pas un modèle type, puisque tous les territoires sont différents, tous les porteurs de ces projets et les acteurs d'un territoire sont très différents. L'idée, ce serait de capitaliser pour pouvoir modéliser davantage en fait les clés de succès d'un projet de fondation territoriale tel que nous on a pu le mettre en place. On le fait déjà en fait à l'heure actuelle, mais de façon très marginale. Donc l'idée, c'est de pouvoir structurer toute cette démarche de transmission. On a mené une expérimentation, parce que c'est aussi l'objet de ces fondations territoriales, c'est de pouvoir expérimenter en micro-territoire, puisque c'est bien en territoire que l'on peut identifier les signaux faibles. Donc on a pu accompagner un micro-territoire, une communauté de communes en Erdre-et-Gèvres, pour les accompagner à mener un appel à initiative avec notre propre méthodologie pour favoriser la coopération et l'engagement, mais en micro-territoire. Et on croit beaucoup justement à cette notion de micro-territoire. Et de la même manière, grâce à la région Pays de la Loire qui nous soutient dans ce projet et qui était présent dès la préfiguration de la Fondation territoriale 44, de travailler avec justement le rameau sur la modélisation de ces facteurs clés et de expérimenter dans d'autres départements des Pays de la Loire et pourquoi pas la Vendée demain à un autre type de fondation territoriale selon ces mêmes préceptes. Merci Fanny, donc c'est une affaire à suivre très précisément. Merci beaucoup Fanny. Alors on se retourne maintenant vers l'acteur académique, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Hérault, qui est co-responsable du Master Territoire, Attractivité et Création
au sein de l'université d'Angers. Et donc, Bruno, on va parler de l'engagement, comment vous favorisez l'engagement des étudiants. Mais d'abord, peut-être nous expliquer ce qu'est ce master et pourquoi le territoire d'accueil des étudiants à Saumur est très important pour vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Charles Benoît, merci Elodie, merci à tous les intervenants. Merci pour votre accueil. D'abord, l'Université d'Angers accueille un master qui s'appelle... alors, on avait une petite diapo, chère Elodie, peut-être. Voilà, formidable. Donc, on est à l'Université d'Angers, c'est l'ESTUA, qui est la faculté de tourisme, culture et hospitalité, qui accueille donc dans le champ culturel, la direction de projet d'établissement culturel, un parcours territoire, attractivité, création. Et ce parcours, il est situé, comme vous le voyez ici, à Saumur, avec le château de Saumur que vous observez, et il vise à faire la formation de développeurs territoriaux autour du champ culturel et évidemment bien au-delà. Donc ce master se déroule à Saumur, dans le pôle universitaire dédié, d'ailleurs avec le soutien des Pays de la Loire. Et c'est un master avec le Master 2 en alternance. Ce qu'il faut retenir sur ce master et pourquoi il est installé à Saumur, son ancrage est légitimé par le fait que le maire, président de l'agglomération, Jacky Goulet, lors de la période Covid, a fait un pari. Et à ce moment-là, le master n'était pas à Saumur, il était à Angers. Il a dit, je vais laisser une carte blanche à des étudiants pour qu'ils puissent travailler en période Covid pour un festival dans le Saumurois qui a besoin de se renouveler, de se réinventer. Et cet engagement politique majeur de l'élu a permis d'une part de créer un festival qui s'appelle le festival L'Étendard. On peut en voir l'image, chère Elodie, qui va suivre après. Où là, vous voyez l'étendard qui a été créé donc en 2020. Vous voyez la première étudiante qui a lancé cette aventure avec une association créée à l'initiative des étudiants pour cela, pour faire un festival qui s'installe dans la durée avec l'engagement de le faire perdurer jusqu'à 2026 du point de vue de la collectivité territoriale. Et ça d'ailleurs, cette histoire-là a permis de créer le nouveau master territoire, attractivité et création, cette fois-ci à Saumur, depuis 1 an maintenant. Merci Bruno. Alors, est-ce que vous pouvez du coup nous illustrer comment vos étudiants s'engagent? Quelles sont les actions qu'il y a derrière? Oui, bah justement, c'est cette image, on le voit bien. Ce festival L'Étendard, c'est donc leur initiative sous la forme associative. Et chaque année, chaque promotion réinvente l'événement. Première année, c'était en 2020, c'était autour des Trincées de la mémoire. La deuxième année, c'était Saumur sans vol et sans flamme. La troisième, c'était Renverse Histoire. Et la quatrième, c'était Saumur va être, pardon, c'est le 19 octobre prochain, vous y êtes toutes et tous invités. C'est Saumur rêve et s'éveille. Et donc, cette aventure qu'ils vivent, ils la partagent. Là, vous voyez cette image-là. On devine sur l'écran Jacky Goulet et son directeur de cabinet Lambert Creulbois. Les étudiants font un bilan, travaillent. Après cette édition dernière en 2023, Renverse Histoire, ils vont vers 2024, vers cette nouvelle édition. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, ils s'engagent vis-à-vis du territoire, ils s'engagent vis-à-vis des acteurs culturels, associatifs, entreprises, et on pourra en reparler un petit peu. Mais il y a un élément très important, c'est l'image suivante, chère Elodie, c'est aussi la notion de la découverte. Et là, ce qu'on a intégré, c'est un voyage de découverte et d'intégration. Tous les ans, les deux promotions partent ensemble sur un territoire pour le découvrir, comprendre les acteurs. Et donc, évidemment, il est important d'être sur son territoire, de le comprendre, mais il est aussi très important d'en sortir. Et l'année dernière, on est allé au Pont du Gard, vous le voyez ici. Et puis, cette année, en septembre prochain, nous irons à Saint-Lary, dans les Hautes-Pyrénées. Merci Bruno pour ces exemples. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quels sont les grands enseignements que vous pouvez partager sur justement cette démarche pédagogique d'aller à la rencontre d'eux? Oui, bah, l'enseignement de cette démarche, c'est surtout, j'ai envie de dire, autour de la posture du faire. Et là, on en a beaucoup parlé, et elle se fait à 3 niveaux. Je vais d'ailleurs, je remercie les intervenants précédents. Faire d'abord seul, personnellement, pour un étudiant, avec la confiance qu'il faut gagner, avec la force et l'énergie qu'il doit donner dans un collectif, puisqu'ensuite, il s'agit de faire ensemble, en collectif.
Et là, l'idée, c'est de faire travailler des Master 1 et des Master 2. Donc, travailler avec sa propre promotion, mais travailler aussi avec l'autre promotion du Master. Et puis enfin, c'est le troisième acte du faire, c'est faire pour le territoire et ses acteurs. Donc, on a un Master qui est essentiellement orienté sur cette dynamique de faire personnellement, ensemble et pour le territoire. Deuxième point, c'est la notion des études et des travaux qui se font pour la compréhension des territoires. Et nous, il est important que dans le master, il y ait des interventions d'acteurs majeurs du territoire, qu'ils soient du champ politique et technique, dont par exemple le président maire de Saumur, Jacky Goulet, mais aussi d'acteurs majeurs du champ culturel. On fait intervenir Jean Blaise du Voyage à Nantes, François de la Rosière de la compagnie La Machine, Ben Barbeau du Hellfest, Xavier Massé de Premier Plan, Ronan Pichavant d'Anjou Théâtre. Et là, c'est très important de s'ancrer dans la réalité de ce que les acteurs font sur le territoire. Et là, l'engagement des étudiants, il est évidemment majeur pour aller vers et jouer avec ces acteurs du territoire. Et puis, il y a un troisième point qui est très important, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de ne pas s'enfermer. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au territoire, on les invite beaucoup à faire ce qu'on appelle un zoom arrière pour regarder le territoire de façon vaste, sortir du Saumurois, regarder les pays de la Loire, puis aussi aller voir d'autres lieux comme ce voyage au Pont du Gard. Et puis la capacité à faire ces zooms avant pour être très, très ancré sur la réalité des habitants, des citoyens et de tous les acteurs avec lesquels ils travaillent. Et puis pour terminer, je voudrais reprendre un petit peu ce qu'a dit Charles Benoît sur l'impact du jouet collectif. Je pense qu'il y a quelque chose d'important sur la performance des étudiants à travers cette dimension collective. Il y a cette notion d'innovation dans le renouvellement qu'on leur demande de faire chaque année, par exemple, pour l'événement Les Temps d'Art, tant en termes de concept qu'en termes de forme artistique. Et puis, il y a la dimension de la confiance au premier kilomètre des besoins, pour reprendre ce qu'a évoqué Charles Benoît. Et effectivement, c'est d'avoir des étudiants qui sont vraiment là, auprès des habitants, des citoyens. Le prochain événement, il va être ancré avec pour Saumur Rêve et s'éveille. Ils vont aller dans les EHPAD, ils vont aller dans les écoles, à la ludothèque, à la médiathèque, pour travailler cette dimension justement du rêve et de l'éveil auprès de chacune et chacun des membres du territoire. Merci Bruno pour votre témoignage. Alors, il y a une question de Céline Serpinet sur comment les étudiants s'engagent concrètement. Je pense qu'au travers de l'organisation du festival et des actions que vous venez de décrire, peut-être d'autres exemples pour illustrer vos propos et répondre à Céline Serpinet. L'essentiel, c'est de s'engager vis-à-vis, par exemple, quand on fait le voyage d'études, comme celui que vous avez vu là. Toute l'équipe du Pont du Gard, ils sont le directeur, le président de l'EPIC, les techniciens sont montés, le maire de Romoulin à côté est monté à Saumur en février, après le voyage de septembre, pour faire une restitution des travaux. Et donc l'engagement des étudiants, c'est de dire, non seulement on va observer votre territoire, on va travailler dessus, et on va restituer des travaux qui correspondent aux préoccupations du territoire. Ce qui m'amène à dire que chaque année, l'année dernière, on était à Saint-Lary, on était à Pont du Gard, cette année, on va être à Saint-Lary, mais peut-être que l'année prochaine, ce serait intéressant qu'on aille sur des territoires des Pays de la Loire et qu'on n'aille pas toujours aussi loin. Mais ce serait intéressant, évidemment, de travailler à l'engagement à la fois sur le territoire local, le territoire lointain, et puis les Temps d'Art, c'est quand même leur gros engagement, parce que je rappelle, c'est une initiative étudiante et ils le font en dehors du cursus universitaire. Ce n'est pas un projet tutoré, c'est vraiment un projet qu'ils font à part entière, qui les engage en dehors du temps universitaire. Et ça, c'est énorme pour eux. Mais celles et ceux qui sortent du master avec cette expérience-là, ça fait la différence à la sortie. Merci Bruno. Et une question pour Stéphane cette fois-ci. Quels sont les acteurs qui bénéficient de mécénat dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce que l'idée devrait à dynamiser le territoire? Point d'interrogation. Pardon, j'ai pas compris. Quels sont les acteurs qui? Peut-être serait-il intéressant de connaître qui sont les acteurs qui bénéficient de ce mécénat et l'idée est-elle devrait à dynamiser le territoire? Une question d'Astrid Frey. C'est-à-dire les acteurs, les porteurs de projets qui bénéficient du mécénat. Oui. C'est varié, hein. De toute façon, on est un peu, je pense, comme tous les. On n'a pas de focus spécifique sur les Pays de la Loire, par exemple dans l'Observatoire amical. On devrait l'avoir sur la prochaine session, mais je pense que voilà, on peut imaginer qu'on a à peu près la même répartition que ce qui se fait au niveau national, hein. Donc solidarité, culture
Et puis voilà, le sport est nombreux, mais pour très peu d'argent. Mais là, bon, c'est le mécénat, là j'entends l'argent qui est donné en Pays de la Loire, hein, c'est bien ça. Oui. C'est ça la question. Pas les contacts et aides qu'on apporte directement aux porteurs de projets. Si, c'est ça. Alors, il faudrait que Astrid précise spécifiquement sa question. C'était vraiment, est-ce qu'il est intéressant de connaître quels sont les acteurs qui bénéficient de ce mécénat, le profil d'acteurs peut-être, et est-ce que l'objectif final, c'est de dynamiser le territoire, enfin de contribuer à dynamiser le territoire? La fin de la question, bien sûr. L'engagement des entreprises, souvent, est téléguidé par, si on peut dire, par cet engagement. Il faut trouver un sens à l'engagement, l'argent qu'on va mettre, parce que même si certains parlent de niche fiscale en mécénat, il reste quand même à charge 40% du financement par les entreprises. Elles le font sans contrepartie, c'est qu'elles ont envie de le faire. Et la première des choses, c'est justement l'attractivité du territoire. Fanny l'a bien dit, un territoire qui se porte bien, ce sera beaucoup plus facile pour développer son territoire. Ouais, donc l'Astrid précise que les profils, est-ce que c'est des profils plutôt acteurs sociaux, culturels et pourquoi pas un financement solidarité internationale? Oui, mais ça après, c'est les porteurs. Nous on n'intervient pas, peut-être contrairement à la fondation du 44, on n'est pas collecteur. Hein, donc, si vous voulez, nous, on va pas aller financer directement des projets. On fait pas d'appel à projet. L'objectif, c'est de faire la promotion et que demain, même si on se porte bien au Pays de la Loire, il y a plus de mécènes qu'aujourd'hui. Ça, c'est notre directrice. Voilà. Après, ce que font les porteurs de projets, ça ne nous regarde pas quelque part. Qu'ils aient envie. Ce qu'il faut, c'est qu'ils s'engagent. Merci beaucoup à tous vos témoignages et aux questions que cela a suscité. Ça nous permet de continuer dans ce webinaire sur les actualités du mois et le focus sur l'avis du Conseil économique, social et environnemental sur le financement associatif. Peut-être Charles Benoît, faire un retour sur cet avis. Oui, merci Élodie. Très important avis qui a été donné le 28 mai dernier à l'unanimité, je dois dire, pour avoir assisté à la séance plénière et à l'argumentaire que les 17 groupes, représentatifs du Conseil économique, social et environnemental ont pu porter vraiment une unanimité sur l'urgence de renforcer les financements des associations parce que c'est un enjeu démocratique. Et ce qui est particulièrement mis en valeur dans cet avis, c'est que nous avons peut-être collectivement un peu trop considéré le secteur associatif comme un opérateur d'utilité sociale à bas coût, alors que fondamentalement, historiquement parlant, c'est avant tout et d'abord un acteur d'intérêt général. Et que finalement, cette confusion entre les modèles, et ça nous ramène à la question des modèles économiques, que cette confusion avec les modèles a sans doute finalement été une erreur sur laquelle il faut urgemment retravailler. Non pas bien évidemment qu'il faille privilégier tel ou tel modèle, mais en tous les cas en reconnaître la diversité. Et vous savez que c'est bien tout l'enjeu de ces webinaires, de faire reconnaître la spécificité des modèles d'intérêt général. Et c'est vraiment ce qui a été mis en avant par les acteurs du Conseil économique, social et environnemental. Je vous invite vraiment à lire ce rapport. Alors, si vous n'avez pas le courage de le lire dans l'intégralité, vous avez un recto verso qui est très très bien fait. En tous les cas, il y a vraiment urgence à agir. Et urgence à agir, c'est-à-dire urgence à agir territorialement parlant, puisque comme nous venons bien de le démontrer à travers ce regard croisé sur les Pays de la Loire, eh bien, il faut intégrer, bien évidemment, la spécificité du territoire. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on a un peu dérivé dans la gestion nationale de l'approche du secteur associatif d'intérêt général, c'est qu'on a peut-être un peu trop voulu le regarder de façon hors sol. Or, il n'y a d'intérêt général que incarné sur les territoires, et c'est bien ça que nous rappelle l'avis du CESE. Merci Charles Benoît, n'hésitez pas à le consulter, il est en accès sur le site. D'ailleurs, vous en avez l'adresse là, et comme vous allez avoir le webinaire, le replay du webinaire après, ce sera plus facile pour vous de le retrouver. Autre actualité du mois que l'on partage chaque fois dans le cadre de nos webinaires, ce sont les jeudis d'ODD 17 qui vous informent régulièrement sur les actualités. Donc le récit du mois, ce mois-ci, donc le jeudi 6 juin, vous avez pu revoir, relire, redécouvrir
le récit de Passeport du civisme, qui est un projet Cèdre du Liban, qui a été donc celui de la Fondation pour la co-construction du bien commun. Chaque mois, on a une interview. Le jeudi 13 juin, donc la semaine dernière, on a eu la chance d'avoir l'interview de Sylvain Raymond, qui est directeur général de la communauté des entreprises s'engagent. Et puis, autre actualité à venir cette fois-ci, c'est jeudi prochain, avec le podcast du mois, celui de Comment vas-tu bien ma planète du journaliste Patrick Longchamp, qui va évidemment traiter de la question de la valeur de l'engagement de toutes et de tous, avec 3 acteurs pionniers des alliances en territoire. Une association à Strasbourg, le Labo des partenariats, avec une collectivité territoriale Charenton-Saint-Maurice qui a porté une démarche Agir ensemble en territoire qui aujourd'hui est aussi portée par le territoire Paris-Est-Marne-et-Bois. Et enfin, un côté entreprise, c'est une démarche du territoire qui était menée par la Poste en Poitou-Charentes à l'époque et qui aujourd'hui se concrétise au travers du projet Silver Geek. Donc 3 témoignages très complémentaires dans le cadre du podcast que vous pouvez écouter à partir de jeudi prochain. Et tout ça, vous le retrouvez sur la plateforme odd17.org. Autre actu, c'est le webinaire d'embarquement de la base Impact Alliance. Tous les derniers vendredis de chaque mois, on vous fait découvrir ou redécouvrir cette base Impact de 9h à 9h30. Donc, vous y retrouverez tout le contenu et les ressources que l'on vous propose, les actualités et donc une interview pareil du mois. Donc, vendredi prochain de 9h à 9h30, nous accueillerons Muriel Bouteille, qui est chargée de projet, animation des acteurs du territoire à la direction du développement économique et de l'emploi au sein du territoire Paris-Est-Marne-et-Bois, qui me fait une transition toute trouvée, puisque le 2 juillet prochain, le réseau des catalyseurs territoriaux va fêter ses 10 ans, donc à l'occasion de la 10e rencontre des pionniers des alliances en territoire, qui se passera sur le territoire de Paris-Est-Marne-et-Bois. Donc, on vous accueille toute la journée pour découvrir ou redécouvrir 10 ans d'action au service des coopérations territoriales. Le matin sera sous forme de conférence et ça sera aussi accessible à distance si vous ne pouvez pas vous déplacer. Et l'après-midi, l'objectif, c'est de faire une balade des transitions pour découvrir ce fameux territoire au travers de ces acteurs, de ces actions qui incarnent justement les transitions. Et puis le 2 juillet, ce sera aussi l'occasion de lancer très officiellement la nouvelle version de la plateforme L'innovation territoriale en action. Donc innovation territoriale qui est vraiment au cœur pour réussir les transitions. Donc vous allez voir dans cette nouvelle plateforme la possibilité de connaître votre territoire, d'accéder à une capitalisation sur les pratiques, de pouvoir, grâce aux ressources partagées, de valoriser vos pratiques du quotidien. Donc tout ça, ça sera mis en ligne, publié à partir du 2 juillet prochain. Voilà. Et puis pour terminer, puisqu'on est sur la question des modèles socio-économiques, le mois de juillet commence fort puisque, comme chaque année, début juillet, nous avons un dossier dédié au modèle socio-économique avec notre partenaire qui est Juris Association. Et le 1er juillet, le prochain dossier sera dédié, donc modèle socio-économique et territorialisation des transitions. Donc, c'est vraiment au cœur de nos sujets aujourd'hui. Et donc c'est une actualité du mois de juin et du mois de juillet qui s'annonce fort intéressante. Voilà, et donc, à moins qu'il y ait d'autres questions. Vous voyez le lien d'inscription, c'est parfait. N'hésitez pas à vous inscrire pour le 2 juillet prochain. Et puis pour ce qui... Et juste pour le 2 juillet, si vous venez le 2 juillet, vous aurez en prime le Juris Association qui est offert par les éditions d'Alloz à tout participant de la 10e rencontre des pionniers des alliances en territoire. Donc vous aurez double découverte, à la fois la nouvelle plateforme d'innovation territoriale en action et à la fois vous aurez en main propre ce 12e dossier qui, je peux le dire pour l'avoir lu d'ores et déjà, est passionnant et je vous invite vraiment à redécouvrir la question des modèles socio-économiques à travers le prisme des territoires. Vous verrez, c'est assez détonnant. Voilà, et un petit clin d'œil pour dire à Fanny qu'elle a un supporter. Avec Lorenzo Favia. Donc pour terminer, on vous rappelle donc il va y avoir le mois de juillet et le mois d'août où il n'y aura pas de webinaire. En revanche, on se retrouve tous pour le 17e webinaire du cycle, donc vers de nouveaux équilibres socio-économiques. Ce mois de septembre sera dédié à l'ODD 17, donc les coopérations territoriales pour innover. Comment ces coopérations territoriales ça impacte les transitions. On parlera de l'angle du Grand Est et avec les collectivités territoriales et plus particulièrement des petits et moyens territoires. Donc c'est un webinaire qui sera organisé en partenariat
avec la Fondation des Territoires et qui sera cette fois-ci animé par l'Observatoire des partenariats. Donc, pour ceux qui ne pourront pas venir nous rejoindre le 2 juillet, on se retrouve tous au plus tard, le 19 septembre, j'espère reposés et bronzés. Merci à tous, au soleil. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Au revoir.